tout à l'heure, vous avez relevé que l'homme a plus besoin de la femme que la femme de l'homme. C'est vrai. Je peux vous demander de débattre un peu cela parce que Sans problème. je pense qu'il y a une complémentarité. Bien sûr. On n'arrête pas de parler de complémentarité. Si je peux vous répondre. S'il vous plaît. À mon humble avis, la testostérone est calmée par la femme, si vous voulez. La femme permet de ne pas aller trop loin dans certaines fois et puis parfois d'aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je parle de mon cas personnel. Hein. C'est quelque chose. Voilà. Alors, il y aura deux cas plus que personnels parce que si on se renseigne, on s'aperçoit que dans la constitution physique même des femmes, il y a une résistance bien plus importante à certains traumatismes physiques et psychologiques que les hommes. Il y a plus de résilience. Absolument. Donc c'est une tendance à l'encaisser. Et pour avoir fait de la boxe, je peux vous dire que les femmes encaissent très bien. Ce que je peux compléter, c'est que finalement, les femmes seules avec enfants, quand vous les rencontrez, elles sont fortes. Elles galèrent, mais elles sont fortes. Il y a une force incroyable. Tandis qu'un homme seul, franchement, on va pas très loin. Hein. On tombe dans l'alcool. C'est peut-être des clichés ce que je dis, mais c'est la réalité de la vie. Vous comparez une femme seule avec des enfants et un homme seul. Avec un enfant. Ah ouais, j'en parle même pas. Alors là, c'est encore pire. Disons qu'il y a une recherche de compensation par l'homme qui va le pousser à compenser le manque affectif et sentimental par une activité qui peut être une activité physique ou spirituelle. Alors là encore, je prends souvent cet exemple-là parce que si on sort de l'idéologie, ça peut avoir un intérêt. Lorsque Freud parle de la sublimation ou de l'idéalisation, qu'est-ce qu'il fait? Il décrit des processus psychiques par lesquels on essaye d'investir notre libido, c'est-à-dire notre énergie créatrice, dans la réalisation d'une œuvre. Et on peut considérer que l'accomplissement de l'homme a beaucoup à voir avec la conquête, tandis que l'épanouissement de la femme a beaucoup à voir avec la plénitude, c'est-à-dire avec cette idée d'intimité et de protection d'une cellule. Donc, on peut admettre qu'il y a chez l'homme un désir de compensation qui est à la hauteur finalement de son insatisfaction structurelle vis-à-vis de la femme. Mais on peut ne pas être d'accord. Sinon, tu veux reposer ta question concernant Oui. le Oui. question à laquelle Donc, Claire va pas répondre, parce que moi, c'est pas ma période. Donc moi, d'après mes recherches, qui sont quelque part là-dedans, j'avais vu que Philippe le Bel était le premier finalement à avoir renversé cette croix-là en laïcisant le royaume de France. Est-ce que pour toi c'est ça ou pas? Alors, je pense que ça vient... Régine Pernaut a beaucoup parlé de ça. En fait, c'est le premier à faire venir des légistes, donc Nogaret, Marigny, parce qu'il se méfie beaucoup des seigneurs, des princes de sang et de tous ceux qu'il a autour de lui de la noblesse. Et il leur donne il régente et il leur donne la loi. Et ça commence à... C'est-à-dire, il donne du pouvoir à des gens qui ne sont pas élevés dans une noblesse et il leur donne la loi. Et en fait, le pire, c'est pas ça. C'est-à-dire que donner la loi à des gens qui ne sont pas des nobles, c'est pas un problématique. Le problème, c'est par rapport à ce que disait Charles sur l'autorité. C'est-à-dire que si un seigneur ne rend plus la justice, c'est-à-dire qu'il a autorité sans justice. Et ça, c'est problématique. En fait, c'est pas tant qu'il l'ait donné aux légistes, c'est surtout qu'il commence un processus qui va se continuer avec la centralisation monarchique, c'est-à-dire le roi contre les seigneurs. Et de toute façon, quand deux entités se battent, il y en a une troisième au milieu. C'est toujours l'histoire du petit coq qui attend dans un coin. Donc c'est les bourgeois. Là, en l'occurrence, c'est les bourgeois. Et oui, alors après, le problème, c'est que Philippe le Bel ne savait pas que ça allait mener à la mort de Louis XVI. Oui, bien sûr. C'est un peu ce qu'on appelle de la téléologie. Mais je crois au contraire, ce qui est intéressant, c'est, je renverserais, moi, c'est il a voulu monter la croix. En fait, il a oublié l'horizontalité de la croix. Il était dans une espèce de transcendance. Son grand-père, Louis, était devenu Saint-Louis, il avait été canonisé. Par exemple, l'erreur cruciale de Philippe le Bel, c'est au moment où on a appris que ses brus avaient des amants. Il les a mis en prison en disant que c'était insupportable et le problème c'est qu'il a oublié la politique réelle. À partir du moment où elle n'avait pas encore enfanté, qu'il les a mis en prison, et il a privé ses enfants de descendance et c'est
la fin des rois maudits. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que la croix est quand même un équilibre et qu'il ne faut pas oublier l'horizontalité et la matérialité de la croix. Le roi ne peut pas seulement donner comme ça des espèces de règles et ne représenter que la partie verticale. Ouais, bien sûr. Et moi, il y a très intéressant sur ce qu'on disait sur la féminité. Pour moi, la croix la plus complète, c'est la croix celtique parce qu'elle a en fait le rond de la femme. C'est-à-dire que la femme est un ouroboros qui tourne, d'accord, qui garde comme ça une tradition. Et le problème, c'est le traumatisme. À partir du moment où vous avez traumatisé une femme, elle va passer comme ça de génération en génération son traumatisme. On le voit très bien avec l'excision, en 80% des cas, pour que la mère ou la grand-mère puisse continuer à vivre avec le traumatisme qu'on lui a fait, il faut qu'elle excise sa propre fille ou sa petite fille, parce que sinon sa vie n'a pas de sens. Donc en fait, l'intéressant c'est que si le système fonctionne et que la femme continue à passer de bonnes choses de génération en génération, tout va bien. Par contre, à partir du moment où il y a un traumatisme, ce traumatisme ne peut que tourner en rond, et c'est pour ça que de temps en temps, il faut qu'il y ait un homme qui vienne au milieu avec son extériorité pour dire maintenant on arrête. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que les hommes qui peuvent arrêter l'excision en interdisant à leur femme ou à leur mère ou à leur grand ou à la belle-mère d'exciser la petite fille. Donc c'est le côté à la fois positif et négatif. Et je crois que c'est en Inde où le couple est représenté par la femme est un bateau, c'est-à-dire qu'elle est là comme ça posée et il y a un gros problème d'inertie, et l'homme est le mât ou la voile ou les rames, ça dépend. C'est-à-dire que s'il n'est pas accroché, il va nulle part, il s'envole, machin. Et par contre, si la femme est là, elle ne bouge pas. Donc je trouve qu'aujourd'hui, nos sociétés très féminines sont dans une espèce d'inertie. On est dans un temps arrêté qui est la fin de tous ces marxistes là qui ont voulu la fin de l'histoire. Ça va avec le féminisme, un espèce de temps arrêté, et on est des traumatisés, on est même des polytraumatisés de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, moi aussi je suis de la trentaine, on a été conditionnés, et en fait tant qu'on est dans une logique de reproduction très féminine, on va reproduire ces schémas de traumatisme. Il faut qu'à un moment il y a une force masculine qui se lève pour dire nous sommes traumatisés, il faut qu'on se reconstruise en fait. Merci pour ta réponse, ça me permet de rebondir. La première question, en fait, c'est que finalement, le rapport entre la symbolique de la croix et la famille, il est très clair par rapport à la place de la femme, en fait. C'est-à-dire que pour une famille, il faut un homme droit. La symbolique de la croix, elle est comme ça. S'il est comme ça, ça marche pas. Ce qui fait que la famille est positive ou pas, ça va être quoi? Ça va être la place de la femme. Vous voyez? Si la femme, elle est basse, ça fait même un signe satanique ce que je suis en train de faire. Si la femme est haute, c'est quelque chose de tout à fait positif, c'est la croix du Christ. Vous voyez? Dans la famille, ce qui gère, mais il faut cette barrière-là, évidemment, hein. Mais ce qui gère, ça va être la femme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complémentaire. Très bien, mais si la femme est au-dessus et qu'elle enfonce... Ah, mais je vous ai pas dit qu'elle devait être au-dessus. Voilà, non, bien sûr. Non, évidemment, je vous ai pas dit qu'elle était au-dessus. Il m'est venu un élément de réponse. T'avais fini peut-être? Ouais. Pour prouver finalement, pour aller vite, cette supériorité des femmes sur les hommes, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, vous trouverez des milliers de poèmes d'hommes sur les femmes ou la femme. Je vous mets au défi d'en trouver autant de femmes sur les hommes. Et je pense que si la femme est une muse pour l'homme, l'inverse n'est pas vrai. Donc de ce point de vue-là, la femme se passe de l'homme. Ça vous laisse songer. Moi, ça me laisse perplexe. Non mais, ça me coupe la chic. Oui ou non pour l'aspect présence dans l'art, la culture, la littérature, de cette figure déifiée de la femme, qui n'existe pas pour l'homme. C'est la société moderne, c'est la modernisation, la modernité qui permet à la femme cette autonomie. C'est la mécanisation, j'en sais rien, c'est l'électronique, l'informatique, la machine à laver, peu importe quoi. Oui, mais là, c'est indépendant totalement de l'autonomie. Quand on repart... Là, c'est le mystère. Votre discours ou votre exposé au début, l'homme la lance, il part, la femme recueille, protège, elle reste. C'est une complémentarité. Oui. C'est le mot-clé depuis le début. Hein. C'est ce qu'on dit. Mais on essaye d'être un peu subtil et nuancé, c'est-à-dire de ne pas plaquer des schémas préconçus, parce que les schémas préconçus, c'est ce qui nous empêche de réfléchir et d'avancer. C'est-à-dire que si on pose
l'homme, la femme sont complémentaires, point. On a tout dit, mais on n'a rien dit en réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné les outils pour essayer de repenser le problème. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas se contenter simplement d'une position fixe et définitive qui consiste à dire l'homme et la femme sont complémentaires, point. La question c'est comment, pourquoi, dans quelle mesure. Parce que si aujourd'hui on essaye par exemple, disons-le comme ça, de réintroduire de l'harmonie au sein entre les hommes et les femmes, on n'y arrivera pas en disant vous êtes complémentaires, donc c'est bon, terminé, on a dit ce qu'il y avait à dire, ça ne sert à rien. Le dire, ça ne sert à rien. Il faut bien comprendre que l'aspect spirituel est du fait de l'homme, quoi. Le père, c'est le spirituel. La mère, c'est la matérialité. Voilà, c'est clair. Donc, tu as tout à fait raison, Charles. Si on dit demain, oui, bah voilà, la nouvelle génération des trentenaires, ce qu'on veut, c'est la complémentarité homme-femme. Aujourd'hui, on peut dire que finalement, on a une complémentarité homme-femme. Le mec au bistrot, la femme qui élève ses gosses. C'est qu'on est complémentaires. Non, ça suffit pas. Il faut quelque chose qui descende d'une architecture traditionnelle, quoi. Et il faut et qui ait du sens, qui ait du sens, parce que ce qui est symptomatique de l'époque et notre présence en est l'un des symptômes, c'est cette recherche du sens. C'est-à-dire qu'une fois que le sens a été parfaitement détruit, annihilé, eh bien le désir de sens ressurgit. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être présent. Il ne faut pas se contenter simplement d'être des indicateurs en faisant une flèche, en disant c'est par là que ça se passe. Oui, mais pourquoi, comment, où va-t-on ? Il y a aussi cette nécessité de formaliser cette complémentarité dont on parle. Pas seulement de la constater, pas seulement de dire qu'elle est là de toute éternité, mais aussi de relever sa signification. Et je pense aussi que si nous deux on est un peu sur ce discours où on parle plus des femmes finalement, c'est parce qu'on n'a pas envie d'être caricaturé dans le camp des machos, quoi. Moi je pense pas que l'homme soit supérieur à la femme et la femme n'est pas supérieure à l'homme. Il y a deux supériorités. C'est ça qu'il faut réussir à mettre. Exactement, il y a deux supériorités. Oui, bien sûr. C'est incommensurable, comme on dit en mathématiques, c'est sans commune mesure. C'est comme si on disait, entre un cercle et un segment, il n'y a pas de point d'accroche, de comparaison là-dedans. Et pourtant, l'un et l'autre sont également indispensables, mais l'un sans l'autre ne sont rien. C'est vraiment ça qui est en train d'être détruit aujourd'hui. C'est vraiment cette complémentarité qui est attaquée de toutes parts. Donc c'est ce qu'il faut se réapproprier. Et si c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus les repères, on n'a pas eu cette tradition primordiale qui nous a été transmise. Bon, aujourd'hui c'est génial avec Internet, on peut tout lire, etc. Mais il faut exactement, comme tu l'as dit, mettre du sens là-dedans, quoi. Et si, comme je le pense, et j'en suis sûr, on est la génération clé, il faut qu'on aille jusqu'au bout déjà du constat. Il faut qu'on soit d'accord sur le constat. Oui. Et après on pourra agir. Mais tant qu'on ne sera pas d'accord sur le constat, on aura beaucoup de mal. Alors, moi, moi, je voulais rebondir sur ce que Sylvain a dit, c'est que c'est la génération des trentenaires qui est en train de se réveiller, et c'est la génération des trentenaires qui est peut-être la clé de départ, enfin j'en sais rien, le starter du changement. Moi je milite au sein de deux associations qui sont très très différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui est politique et l'autre qui est complètement apolitique. Le problème, c'est la mobilisation des gens. Comment on fait pour réveiller les gens? Parce que on est entouré de Yaka Faucon. Alors tout le monde est de super bonne volonté. Ah ouais, on va faire ça, on va faire ça. Le soir où tu fais un truc, alors ils ont tous aquaponé, poterie romantique. Aquaponé. C'est génial. Ça, je le note, c'est aquaponé. L'imagination, ouais. On va le sortir, ça. Alors qu'on est de 50. Le problème, c'est Ouais. ça, c'est que les gens sont dans la commercialisation. Oui, j'ai bien compris. Dans l'achat commercial d'un acte ou d'une idée pour les faire passer à l'action. Oui. Moi, ça fait 3-4 ans que je rame et je Et rame. vous continuerez à ramer parce que... Alors déjà, je tiens à dire qu'on n'est pas le point de départ. Nous, on récolte aussi les fruits de gens qui ont travaillé avant nous. Ça, c'est une réalité. Oui. Merci à eux. Voilà. Aussi, il faut bien prendre en compte, à mon avis, que la masse, ça ne marchera pas. Là, on ne s'adresse pas à la masse, là, je suis désolé. Mais c'est pas grave, vous serez 10 et ce sera parfait. Les autres, ils font de l'aquaponie et puis c'est parfait. C'est pas un problème. Est-ce que je peux poser une question complètement idiote? Ah bah, J'ai le droit. bien sûr. C'est peut-être complètement crétin ce que je vais dire, mais est-ce que la construction d'autre chose, dans un objectif auquel j'adhère à 350% si c'est possible, est-ce que c'est possible en restant vivre en ville? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de foncièrement vicié
dans la vie de ville qui fait qu'on ne peut avoir accès à ce qui est vital qu'en passant par le biais de l'achat, je veux dire, est-ce que c'est possible en ville? Bon, tu sais comment je vis, Ouais. donc moi j'ai résolu le problème à mon niveau, j'aimerais bien que ça se multiplie, je veux dire, la campagne est grande, elle est vide, il faut y aller avant qu'on mette des Syriens. Oui, non, mais Il y a des c'est trucs pas une qui- question idiote, hein. C'est Ça, une des clés du problème. Je suis allée il y a une semaine faire une grande virée à pied dans la campagne. La campagne est vide. Il y a marqué à vendre ici, à vendre là. D'ici à ce qu'on nous détruise l'église et qu'on nous mette 25 familles de pseudo-syriens, machin, il n'y a pas des kilomètres. Il n'y a pas des kilomètres. Ah, ce que je peux te répondre, Marion, c'est que la fin de mon film, donc là vous avez vu le 52 minutes qui pose des questions pour la conférence, mais il sortira en DVD d'une manière qui durera 2 heures à peu près. La conclusion du film, c'est ça en fait, c'est retour à la campagne. On ne peut pas être un homme en ville, c'est pas possible. À partir du moment où tu as une carte de crédit, tu as besoin de rien, tu mets ta carte de crédit partout, ça passe. Donc tu peux pas être un homme. Tu peux être une femme, sans problème. Non, Mais tu peux pas une être un femme, homme. elle a besoin de son environnement. L'environnement de l'appartement dans lequel vit la femme est de plus en plus réduit. Ah Il n'y a oui. plus la place. On ne vit qu'en achetant et on a on cumule des trucs achetés. Au bout d'un moment, on peut plus. Alors on fait un vide machin, un vide maison, un vide truc, on la boucle et on recommence. C'est une des clés. Hein. Il n'y a Tu mets le doigt pas sur un de truc vie, il n'y a important. pas d'épanouissement possible en ville, tel que la ville est construite. Pardon ? C'est de la compensation. Non, mais il n'y a pas que ça, c'est que, je veux dire, comment une femme peut-elle être maîtresse de maison, c'est un mot que j'aime bien, dans un 25 mètres carrés, c'est pas possible. Non, elle peut que se Et complaire dans l'espace les. vital se réduit. Ouais. Et quand j'étais gamine, un appartement, on avait non pas chacun sa chambre, mais il y avait la chambre d'amis, la chambre, la cuisine, l'arrière-cuisine, la buanderie, la câble. Maintenant, il y a quoi? Il y a des kitchenettes avec les machins au-dessus. Et c'est la ville. Et tu as enlevé tout ce qui était masculin. Parce que tout ce qui Oui. saute quand on réduit, c'est le jardin, l'atelier, Ouais, c'est le vrai. bureau, et il Ouais. reste plus sûr. l'apanage que de la femme, la cuisine et la chambre. Mm. Donc du coup, elle est toute seule dans son truc, et tout ce qui était du domaine du masculin, C'est dehors. dès que vous C'est dehors, réduisez, c'est dehors. Donc il va au bistrot. Et voilà. Non, mais exactement, mais tout à fait. Donc ma question n'était pas idiote. Ah non, mais c'est Pas du une des clés du problème, à mon avis. Moi, je voudrais relancer là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec vous que de toute façon, on peut pas avoir de changement en étant en ville. Il y a un deuxième problème. Il y a Lucie Chauffet qui intervenait dans le film et qui disait, voilà, en gros, c'est en rapport avec sa maternité. Elle s'est posé des questions, elle a fait tout un travail sur la maternité. Il y a un souci, c'est que la femme qui est en congé maternité n'a plus sa voisine. Donc vous disiez que l'appartement est tout petit, mais non seulement l'appartement est tout petit, mais Mais les il est appartements isolé. autour sont vides. Ouais. Donc on n'a plus du tout. En fait, la solution, c'est une forme de communauté villageoise. C'est le village, c'est la Parce que commune. Village. nous, on habite à la campagne, mais on habite une maison. On est seul en réalité. Même quand on est là la journée, les voisins sont pas là, donc ça règle pas de souci. Bah, la vraie campagne, les voisins sont là. Hein. La vraie campagne, Oui, oui, oui. Ah oui, ça c'est vrai. la Alors- campagne agricole et pas la campagne Oui. urbaine, les voisins sont là. Les voisins sont là, si, ça va, moi je vis à la campagne. Bah, oui, après il y a beaucoup moins de personnes. Quoi. Ah bah oui, mais enfin on est là quand même. Je pense qu'il faut, vous avez raison, mais finalement à un moment donné, il faudra bien que des gens montrent l'exemple. Pour l'instant, on est tout seul. Bah, faisons en sorte que demain, on soit 10, quoi. Faut vraiment faire dans... Un pied après l'autre. Voilà. Un pied après T'aimes pas le mot l'autre. élite, Un pas. allons-y, mais noblesse, Un quoi. pas. Soyons Un nobles pas. et soyons... voilà. Oui. Et Montrons l'exemple. J'ai une autre question pour être un peu subversif et radical. Vous dites que vous êtes la génération charnière des trentenaires. Est-ce que vous n'êtes pas la génération perdue? Est-ce que la génération charnière Ouais, de tout à ceux fait. qui vont revenir Et dans justement, l'autre sens évidemment. ne sont pas les gens Charnière car perdu. Exactement. C'est parce qu'on est perdu qu'on est charnière. On n'a rien à perdre. Parce qu'il me semble que pour les Forcément. quarantenaires, je suis parti, voilà, les gens qui sont autour des 40 ans, nous on s'est encore mariés. Oui. On a encore Ouais, des bien enfants. sûr. Et j'ai l'impression que c'est voilà, votre génération qui a... Mais tu vas te marier. Ah oui, c'est prévu. Allez. Vous serez tous invités au mariage. Je veux qu'il y ait de l'aquaponie dans mon mariage aussi, attention. Non, mais vous avez raison, c'est le fait qu'on soit la génération sacrifiée, moi j'appelle ça comme ça, la génération sacrifiée, c'est ce qui nous donne la force finalement, au moins d'essayer, quoi. Au moins on va essayer. C'est ce qui nous a ouvert les yeux. Je veux dire, il y a un moment, quand on s'est retourné, on s'est dit ok, donc on est censé être heureux, on n'a pas de boulot, on a bac plus 5, on est perdu en ville, il faut qu'on commence un crédit. Il y a peut-être un problème quand même. Peut-être qu'on nous a menti. Au fond,
Au fond, peut-être le bonheur, je le sens pas. Et donc d'avoir dans notre rétroviseur, par l'exemple de nos grands-parents ou de nos parents, vu finalement les derniers résidus, les dernières survivances de cette société à l'ancienne, entre guillemets, qui était déjà complètement détruite sur le plan de l'infrastructure, mais dans laquelle il subsistait quand même des petits épisodes, des petites fenêtres finalement de belles choses, eh bien on a la conscience que ça existe ou que ça a existé, et donc du coup le spectacle contemporain nous apparaît comme scandaleux parce qu'on a un critère de comparaison. Contrairement aux générations précédentes, donc les anciens, pour qui eux ce monde de toute façon est une catastrophe, mais vu qu'ils ont déjà vécu leur vie, ils se disent bon ben heureusement j'en ai bientôt fini, et les plus jeunes qui eux n'ont pas dans le rétroviseur disons ces dernières années, ces dernières décennies où on pouvait encore construire quelque chose. Donc je pense que le fait qu'on ait à la fois quelque chose dans le rétroviseur mais aussi quelque chose dans la ligne de mire, c'est ça qui nous pousse, en tout cas je ne sais pas comment tu le vis, comment tu l'éprouves, mais c'est ce qui motive et c'est ce qui mobilise, bien sûr. Vous l'avez dit vous-même à un moment pendant le film ou pendant votre exposé, je pense que on est en train de former des moutons, hein, mais ceux qui seront issus d'un carcan familial ou qui auront reçu une éducation avec un grand E, oui. Ceux-là, je ne veux pas qu'ils dominent les autres, mais ils s'en sortiront. Il reste de l'espoir. S'ils agissent, qu'ils construisent et qu'ils se fédèrent, sinon quoi, ils passeront tout simplement pour des fous. C'est-à-dire qu'ils passeront pour des marginaux. De la même façon qu'aujourd'hui... Non. De la même façon qu'aujourd'hui, le bon élève, celui qui a des bonnes notes, qui ne fait pas de bêtises, qui n'est pas délinquant, il est traité de bouffon par la plupart de ses camarades de classe, y compris par des élèves qui ne sont pas des délinquants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Vous cette petite fille qui s'est suicidée il y a 2 ans parce qu'elle était jolie, mignonne, obéissante et bonne élève. Elle s'appelait Marion comme moi, ça m'avait frappé. Elle s'est suicidée parce qu'elle était la cible de la haine du groupe. Et alors bon, que les groupes soient méchants, c'est pas nouveau, mais l'institution éducative a laissé faire parce que ça forme le caractère. Elle s'est pendue, elle avait 13 ans. L'éducation, enfin l'institution éducative a laissé faire parce que c'est le même sujet. Parce que c'est le plan, c'est d'éliminer les faibles. Tout à fait. Parce que la famille ne suit pas. Dans les écoles, les familles ne suivent plus. Parce que le père en général est absent ou manquant. Alors là, toujours la même question. Les parents existaient et ils ont jusqu'à la fin de leur jour pour pleurer. Il n'y a plus de maître à l'école. Ouais. Non, il y a ça aussi. On a tué le père également à l'école. Le père et le maître, oui. C'est le copain maintenant. Ouais, c'est ça. C'est le coach. Donc le règlement des conflits se fait systématiquement par une pression psychologique. Alors que pour certains petits garçons, arrivé à un certain moment, voilà, ils ont besoin d'un affrontement physique. Et les institutrices ne peuvent pas leur apporter l'affrontement physique, et les institutrices ne pourront pas limiter des actions violentes de groupe comme ce qu'a subi cette petite fille, parce que c'est pas dans leur vision du monde. Elles ne savent pas comment gérer ça. La seule chose que peut faire une femme, moi j'ai enseigné, c'est faire appel à sa hiérarchie, de la même manière que quand le gamin est insupportable, la femme elle fait tu vas voir quand papa va rentrer, ça va chauffer quand on a fait plus. La hiérarchie ne suit pas. Moi j'ai été personnellement appelé dans le bureau du directeur et on m'a passé un savon parce que j'osais donner des directives, mettre des heures de colle et ramener à l'heure. Mais finalement, on pourrait presque faire un parallèle avec ce qui a été dit au début du film, c'est-à-dire un parallèle entre la nutrition et l'éducation. La nutrition, ce serait ce qui nous façonne intérieurement et l'éducation, c'est ce qui nous façonne extérieurement. Et que avant, on laissait un enfant se faire mal parce que c'était dans la nature des choses de se faire mal et qu'on se relevait et que c'était pas dramatique et que c'est comme ça qu'on se forgeait, qu'on se construisait. Aujourd'hui, tout est aseptisé, tout est absolument neutralisé en termes de saleté, en termes de bactéries, en termes de microbes. Et finalement, c'est là qu'on est le plus vulnérable à toutes les maladies, les pathologies les plus extravagantes qui existent. Et c'est exactement la même chose avec l'éducation et l'autorité. On ne veut pas engueuler un enfant en ayant peur de le traumatiser, en ayant peur d'user de violence contre lui. Et finalement, on le met à la merci de toutes les formes de violence qui sont des violences indirectes, de manipulation beaucoup plus subtiles et graves que cette violence-là. On interdit au maître la violence à l'égard de l'élève, à qui on autorise toutes les violences. Oui, mais le problème c'est que la notion de violence elle est problématique parce que l'apprentissage est une violence, puisque c'est sortir de son état actuel de connaissance par définition. Quand on dit un élève, c'est pour ça que ça s'appelle un élève, c'est qu'on essaye de l'élever, c'est-à-dire se mettre sur la pointe des pieds, donc c'est un effort, c'est un travail, mais c'est dans l'essence de l'éducation qu'il y ait cette souffrance. On parlait de la souffrance, on peut ici utiliser le terme de violence, l'éducation est une violence en soi. Heureusement. J'ai une question aussi sur les problématiques hommes-femmes. Enfin, je pense que
un individu est un homme, une femme, et ensuite dessus se greffe son histoire personnelle, sa personnalité. Et en fait, le homme et femme, c'est le premier. Et donc en fait, est-ce qu'en enlevant ou en faisant confusion, suis-je un homme, suis-je une femme, est-ce que mon orientation sexuelle a un rapport avec ma personnalité intrinsèque et compagnie, on sape les fondements de la personnalité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des individus qui sont tous les mêmes. Parce que là, moi, je vois deux hommes, il n'y a pas de problème, mais il y en a un qui a un caractère un peu punchy, l'autre à côté qui est plus calme. On a sa personnalité. On est complémentaires. Voilà, exactement. C'est le mot de la journée. Je veux dire, Même les cheveux. avoir des bases claires et précises permettent aussi ensuite la vie qui est la multitude. Oui. Et ça permet d'avoir des gens qui La variété. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi une destruction des personnalités en enlevant, en fait, c'est comme homme-femme, c'est une des premières, enfin, homme-femme, et puis on va dire la filiation, en fait, d'où je viens, comment je me construis à l'intérieur de la nation. En fait, on enlève les premiers, et puis ensuite, on peut absolument pas construire de personnalité. Mais c'est là, c'est comment dire, c'est l'autorité, et c'est pour ainsi dire, je vais employer des catégories un peu caricaturales, c'est les structures solides, strictes et rigides qui rendent possible la singularité. Puisque ça crée un carcan par rapport auquel on peut se positionner et se définir, dans tous les cas. Si on prend, alors on pourra contester la valeur de mes sources et de mes références, mais si on prend les humanistes par exemple, dans leur parti que je trouve parfaitement respectable, eh bien l'éducation humaniste était quand même une éducation extraordinairement planifiée, variée, complète, mais il fallait avoir reçu cette instruction pour ensuite développer sa propre singularité. Et donc l'instruction, aujourd'hui, on a remplacé instruction par éducation, et l'éducation par, finalement, alors tout à l'heure on plaisantait sur le mot coaching, puisque c'est presque ça aujourd'hui, le coaching, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas de ligne directrice, mais si tu veux ça, bon, on va travailler un peu là-dessus, et puis un peu comme ça. Développement personnel. C'est-à-dire, dans tous les cas, c'est l'absence d'horizon. Et l'horizon, qu'est-ce que c'est ? C'est la ligne de mire, c'est ce qu'on fixe, c'est ce qu'on a en vue, et donc c'est finalement ce qui nous attire et qui nous fait suivre le chemin qu'on doit suivre, tout simplement. Et ce sont ces évidences de base qui sont complètement reniées au nom du principe pseudo-libertaire, qui est en fait un principe d'annihilation symbolique. Ça vaut le haut, dis donc. Pour toi. Une question. Oui. Une question par rapport au paradoxe qu'il y a entre le fait que la femme est censée calmer la testostérone de l'homme, mais que vous aviez dit qu'il y a un lien entre Sparte et le matriarcat. Et qu'il y avait eu la comparaison aussi, l'exemple des soldats de FLN qui rentraient dans la casse-bois et il y avait des femmes qui les poussaient à retourner au combat. Donc la femme, dans ce cas-là, c'est l'inverse. Parce que tu es dans un monde matriarcal. En fait, c'est pareil, c'est que nous, on est régulé par la femme est aussi régulée par nous. C'est toujours le même mot, c'est la complémentarité. À partir du moment où la clé, c'est ça, pour moi en tout cas, c'est qu'à partir du moment où le père n'est plus en contact direct avec une vision transcendantale, spirituelle, tout est possible. Donc c'est ça la clé, c'est père égale spiritualité, ou en tout cas transcendance, vous appelez ça comme vous voulez, il y en a qui n'aiment pas le mot spiritualité. Voilà. La loi ne suffit pas, il faut un espace supérieur. Je me permettrai de rajouter, c'est chez Michel Rouche que tu as cité. Ouais, le patriarcat, c'est le pouvoir du père, mais le matriarcat, c'est pas le pouvoir de la mère, c'est le pouvoir de la belle-mère. D'accord ? C'est le pouvoir de la belle-mère. Et là, je pense que toutes les personnes réfléchissent et se disent, est-ce que j'ai envie d'obéir à ma belle-mère, même si elle est sympa, parce que ça place l'homme dans un choix impossible quand il y a conflit entre sa femme et sa mère. Et ça, c'est impossible. Et on voit bien dans les sociétés chinoises qui sont encore matriarcales, c'est la belle-mère, en fait la dernière femme encore vivante qui décide de tout. C'est pas du tout la mère des enfants présents. Donc le matriarcat, c'est vraiment le pouvoir de la femme, de la belle-mère ou pas de la mère, de la grand-mère, quoi, de celle qui est. Il y a toujours cette volonté d'aller au-delà de la biologie en fait. C'est pas le père biologique qui élève, c'est l'oncle maternel. Il y a toujours ce truc un peu de déviance comme ça qui est à prendre en compte. La belle-mère, elle fait obéir toutes les femmes. Ouais. Elle fait obéir toutes les femmes. Moi, je Elle m'imagine chapeaute. dans une société bien matriarcale. J'aime mieux avoir le choix de m'arranger avec mon mec qu'avec la mère de la mère. Merci. Société matriarcale, pas pour moi. C'est un beau mot de la fin, ça. C'est un bon mot de la fin. C'est un beau mot de la fin. Ça rappelle qu'il faut rire. Ce que Charles a en train d'apprendre. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, merci.